Ça y est les gars, on est foutus, hein. Tous les plus gros experts de l'AI, ils disent tous que d'ici 4-5 ans max, il n'y aura plus de développeurs, ça sera fini, on sera tous remplacés par l'intelligence artificielle. Moi je veux bien y croire parce que même si la plupart des développeurs ils sont encore en train de dire ouais, l'IA, j'ai testé, ChatGPT, ça génère du code, mais c'est bof, au max c'est au niveau d'un junior. Sauf que c'est le niveau d'un junior aujourd'hui, dans 1 ou 2 ans c'est le niveau d'un mec un peu plus avancé, et dans 5 ans c'est 10 fois le niveau du plus gros développeur du monde. Donc, tant qu'à faire, tant qu'à subir le grand remplacement, tant qu'à se faire remplacer, au moins comprendre ce qui est en train de nous arriver. Parce que je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais moi quand un truc, tu vois, est magique, trop puissant, etc., ça me stresse. Il faut que je sache vraiment techniquement comment ça fonctionne. Donc je me suis dit que j'allais essayer de recoder de zéro ChatGPT. Le problème, c'est que je connais rien. Déjà, de base, je suis pas développeur, donc je peux développer un petit peu, j'arrive à me débrouiller, mais c'est pas mon métier, donc je suis vraiment nul. Et deuxièmement, en IA, je connais rien du tout, j'ai jamais fait d'intelligence artificielle. Donc, premier réflexe, je vais sur YouTube et je commence à chercher des petits tutos, à essayer de voir comment je peux démarrer là-dedans, tu vois. Et là, je commence à regarder, mais mec, je tombe sur des trucs, je comprends rien. Ça parle de convolution, j'arrive même pas à le dire, de transformers, des mots que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Et quand tu essaies de regarder la définition d'un mot, tu tombes sur 3 autres mots que tu connais pas encore. Donc là, carrément, il y a un gros niveau de retard sur ça. Il va falloir que je passe beaucoup de temps pour pouvoir comprendre les trucs qui manquent. Et au bout d'un moment, je tombe sur une chaîne YouTube, celle de Andrej Karpathy. Et lui, en fait, c'est un giga boss de l'IA. C'était le boss de l'intelligence artificielle chez Tesla. Hello everyone, I am Andrej, I am the Director of AI at Tesla. Une des entreprises qui est le plus avancée dans les voitures autonomes qui conduisent toutes seules. Et il travaille maintenant à OpenAI, qui sont les boss de l'AI en ce moment. Please welcome AI researcher and founding member of OpenAI, Andrej Karpathy. Donc autant te dire que c'est pas n'importe qui, c'est un poids lourd. Souvent les mecs comme ça qui sont ultra calés, quand ils t'expliquent un truc, ils sont tellement loin qu'en fait, genre, tu comprends rien de ce qu'il dit. C'est très difficile à suivre des mecs qui sont aussi chauds. Mais bizarrement, sa chaîne, c'est celle qui est la plus compréhensible et la plus accessible de toutes les autres que j'ai vues. Et donc je commence à suivre son tuto, parce qu'il a un tuto parfait qui t'explique comment créer un GPT. Ça tombe bien. Donc je commence à suivre. Et là, je t'avoue que il y a quand même les 3/4 que je comprends pas. Mais quand même, je sens que je comprends un petit peu mieux que les autres. Et surtout, il a une playlist avant qui explique un petit peu plus les concepts de base auxquels il fait référence dans sa vidéo. C'est plusieurs heures de playlist à se taper, mais petit à petit, tu arrives quand même à capter où est-ce qu'il va en venir. Et ce qui est bien, c'est qu'il a un repo GitHub avec tout le code, donc tu peux même le prendre sur ton ordi et commencer à tester, essayer de coder avec lui. Donc je commence à suivre le tuto, et au départ, il commence à faire ce qu'il appelle un modèle Bygram. Donc ça, c'est le modèle le plus simple qui te permet de générer du texte. Donc ça permet de comprendre un petit peu comment est-ce que ça se passe. Si je te donne le caractère A, et la fonction, elle devrait pouvoir me dire que la plupart du temps, après le A, il y a un B. Et pour pouvoir trouver cette fonction mathématique, on a besoin de lui donner plein d'exemples, parce qu'à la base, il sait pas c'est quoi les probabilités. Au départ, on va l'initialiser avec des valeurs complètement au hasard, donc il va répondre n'importe quoi. On va lui donner un A, il va dire ouais, Y. Et en fait, on va lui dire non, c'était pas un Y, c'était un B. Et donc du coup, il va augmenter la probabilité qu'un B sorte après un A, et il va diminuer la probabilité qu'un Y sorte après un A. Et on va faire ça plein de fois. Et le plus on fait ça, au bout d'un moment, on va avoir un modèle qui va pouvoir nous donner le bon caractère. Et donc on commence à mettre ça en place. Et une fois qu'on a fini d'entraîner notre modèle, on se rend compte que les résultats du Bygram sont un petit peu pourris parce qu'il a juste pas assez de contexte. On lui donne juste un caractère. Donc c'est difficile de former des mots et encore plus de former des phrases quand on a juste un seul caractère sur lequel se baser. Donc ce qu'on peut faire, c'est simplement augmenter le contexte qu'on donne à notre réseau. Donc en gros, au lieu de lui donner un caractère, on lui donne un peu plus, 8, 10, 12, comme ça il a un peu plus de chances de pouvoir trouver la prochaine lettre d'un mot par exemple. Mais le plus on augmente cette fenêtre de contexte là, ça devient plus facile de former des mots, et ça devient quand même très difficile, il faut énormément d'exemples pour pouvoir former des phrases cohérentes et encore moins des textes très cohérents, tu vois. Donc le résultat est pas incroyable, mais ça nous permet d'avoir un peu une structure sur laquelle on va pouvoir itérer et on va pouvoir changer de modèle pour pouvoir avoir un truc un petit peu plus costaud. Et ce modèle un petit peu plus costaud, il s'appelle le Transformer. Donc ça a rien à voir avec le film qui vient de sortir. Le Transformer, c'est une architecture de réseau de neurones. Et cette architecture, elle est vraiment balèze parce que depuis qu'elle a été inventée, en 2017, elle est utilisée dans la plupart des entreprises qui font de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Ils utilisent des transformers. Et cette architecture, elle est tellement balèze qu'à la base, quand elle a été inventée en 2017, c'était pour faire de la traduction, par exemple traduire de l'anglais au chinois. Mais on s'est rendu compte que cette architecture était tellement balèze qu'on peut l'utiliser pour n'importe quoi d'autre, pour pouvoir générer du texte, pour pouvoir générer des images ou pouvoir faire ChatGPT. Donc l'architecture elle est un petit peu compliquée, mais la sauce secrète du transformer, c'est ce qu'ils appellent le mécanisme d'attention. Et notre mécanisme d'attention, ça va être, dans le cas par exemple où on veut générer la suite d'une phrase, et on va regarder chacun des mots de cette phrase-là, et on va regarder c'est quoi la relation entre les mots. Quand on dit par exemple il fait beau et il est parti à la plage, et le deuxième il, c'est lui qui est parti à la plage, c'est pas le premier. Donc le fait de pouvoir
donner des petits indices à notre modèle pour qu'il puisse lui-même comprendre c'est quoi la relation entre les mots, et ben ça fait que c'est beaucoup plus facile de pouvoir faire des phrases et des textes cohérents qu'avec un modèle tout simple où on lui donne balance tout comme ça et puis après débrouille-toi pour comprendre la relation entre les mots. Tu vois. Et donc notre pote André nous explique comment coder un transformer, et ce qui est fou c'est que ça prend genre 200 lignes de code, 200 lignes de Python. C'est pas, tu vois, un truc incroyable. C'est un petit peu difficile à comprendre certains mécanismes, certains concepts mathématiques, etc. Mais techniquement, en termes de code, c'est pas une dinguerie, tu vois. Donc ce qu'il fait, c'est que pour pouvoir entraîner le modèle, il prend un dataset qui s'appelle Tiny Shakespeare, qui a en gros plein de pièces de Shakespeare qui sont juste ajoutées les unes à la suite des autres. Au final, ça nous donne un méga gros fichier avec 30-40 000 lignes de Shakespeare. L'avantage de ce dataset, c'est que il est assez petit, il fait juste quelques mégas, et c'est un domaine un petit peu particulier, tu vois, c'est de l'ancien anglais, ça a toujours un petit peu des scènes de trame, de trahison, etc. Il y a toujours un peu le même thème qui revient, donc c'est un domaine du langage quand même très bien défini. Et en même temps, c'est assez petit pour pouvoir tenir sur un ordi, pouvoir entraîner un modèle dessus, sans que ça prenne 10 000 ans, tu vois. Donc pour pouvoir essayer de voir si j'ai bien compris les concepts, j'essaye de recoder la même chose, mais sauf qu'au lieu d'utiliser Tiny Shakespeare, je remplace le dataset par un dataset que j'ai créé moi-même qui s'appelle Tiny Joule. Je cours après le temps, je suis loin de tout. Parce qu'en gros, j'essaie de trouver un truc en français, et donc je me suis dit pourquoi pas prendre un rappeur, mais il me fallait quand même un dataset assez costaud. Quelqu'un qui a juste 2 albums, ça n'allait pas marcher. Et donc, qui de plus prolifique que Joule? Le mec, il doit avoir 50 albums, donc du coup, je vous passe les détails, mais j'ai fait un petit script qui va récupérer sur genius.com toutes les paroles de toutes les chansons de Joule. Après ça, j'ai dû nettoyer un petit peu, parce que dans le tas, il y avait des chansons en russe, etc. Bon, bref, je vous passe les détails. Et donc, j'ai fini par avoir un petit dataset qui fait à peu près 80 000 lignes avec que du Joule. Et je peux commencer à entraîner mon transformer dessus. Et ce qui est cool, c'est que c'est 80 000 lignes, mais c'est pas tant de données que ça. Et donc, du coup, sur mon laptop, je peux, en juste quelques minutes, entraîner mon modèle jusqu'à ce qu'il arrive à un point où il s'améliore plus trop. En gros, je lui donne des exemples au hasard pris dans TinyJoule, et lui, il essaye de générer la suite, et puis en fonction de s'il a bon ou pas, et ben, on ajuste petit à petit. Et donc, au bout de quelques minutes, je peux enfin générer du Joule avec mon modèle. Oh Jex, dans la route. Oh non, je suis pas fait, je sors pas de Jex. Non, ha, respecte des bas. Y'a des gosses sous, je suis cassé, que tu mets, tu te bats de ta donnée. J'ai mon barrio, ouais, c'est mon script. J'ai tout pensé, j'ai que des his, passages, je rentre des gens, j'ai pas de table. Et donc le résultat, franchement c'est pas si mal. Pour un modèle qu'on a entraîné en 5 minutes sur un laptop, ça génère un truc, ça ressemble à du Joule, tu vois. C'est juste que quand on regarde de plus près, on se rend compte que ça veut pas dire grand chose, tu vois. Il y a des vrais mots, il y a des mots inventés, mais inventés à la Joule, tu vois. Mais les phrases en elles-mêmes, elles font pas de sens. Et en fait ça c'est dû au fait qu'on a juste pas vraiment assez de données. Parce que mine de rien, notre modèle il doit à la fois apprendre le français, la grammaire, l'orthographe, etc., les mots, mais il doit aussi comprendre le style de Joule. C'est des trucs auxquels le modèle n'a pas vraiment accès parce que il connaît pas vraiment le monde nécessaire. Et toi imagine t'es un extraterrestre, on te montre juste du Joule, ça va être dur. Parce que pour faire des phrases qui font du sens, il faut déjà parler français. Et il n'y a pas vraiment assez d'exemples pour pouvoir faire ça dans ce dataset-là. Donc, une solution, ça pourrait être d'avoir beaucoup plus d'exemples de Joule. Donc peut-être, je sais pas, si on attend 10 ans et que Joule continue à écrire des millions de chansons, peut-être que ça pourrait marcher. Ou alors, il y a une autre méthode un petit peu plus maligne, dont je vous parlerai juste après. Donc au final, c'est bien marrant tout ça, mais on voulait à la base recoder ChatGPT. Donc pour pouvoir faire ça, il faut pas juste du Joule ou du Shakespeare, il faut plein de textes, mais qui viennent de sources très très variées. Donc peut-être ça pourrait avoir des chansons, mais il faudrait aussi des articles de blog, des articles de news, des articles Wikipédia, des commentaires comme sur Reddit ou des sites comme ça. Et c'est exactement ce qu'a fait OpenAI quand ils ont entraîné ChatGPT. Ils ont fait leur propre dataset où ils ont pris le plus de textes qu'ils pouvaient trouver un petit peu à droite à gauche. Ils ont mis tout ça dans un méga gros dataset qu'ils ont appelé WebText. Sauf que dans OpenAI, en ce moment, il n'y a plus grand chose de Open. Et donc, du coup, WebText, on n'y a pas accès. Donc, il y a des petits malins qui ont créé Open WebText, dont le but est d'un peu de copier WebText de OpenAI avec plein d'exemples de textes récupérés un peu sur Internet, sur Reddit, sur des sites de news et des choses comme ça. Et Open WebText, lui, il est vraiment open et donc on peut le télécharger. Il fait à peu près 17 Go, je crois. Et on peut essayer d'entraîner le même modèle, le modèle du Transformer, sur cette masse de texte beaucoup plus conséquent et surtout beaucoup plus varié. Le problème, c'est que entraîner un transformer sur un dataset de 17 Go, c'est pas la même chose qu'entraîner sur un dataset de genre 3-4 mégas rempli de paroles de Joule. Donc il faut un ordi méga balèze avec voilà les GPU, parce que les GPU sont meilleurs pour pouvoir entraîner des réseaux de neurones, parce qu'ils sont bons pour faire plein de calculs en parallèle. Alors qu'un CPU, il est chaud pour faire des calculs compliqués, mais il peut en faire que un ou deux à la fois. Et des GPU, ça coûte une blinde. Un bon GPU, ça coûte 1000-2000 balles. Et ça, c'est des cartes graphiques qui sont faits à la base pour pouvoir jouer à des jeux vidéo. Il y a des GPU qui sont faits exprès pour l'AI,
Et là, mec, c'est pas des 1000, 2000 balles, c'est des 10, 20 000, 30 000 balles. Et moi, j'ai un petit budget pour faire cette vidéo, hein, grâce au sponsor de la vidéo, je vais vous en parler juste après, mais j'ai pas 20 000 balles à lâcher dans un A100 ou un H100. Donc la seule solution, c'est de les louer, parce que je n'ai pas besoin pour toujours, j'en ai besoin juste quelques jours, le temps d'entraîner mon modèle. Donc c'est pour ça que je vais utiliser le cloud pour pouvoir entraîner mon modèle. Et dans le cloud, on peut avoir des machines avec 8 GPU A100 dedans. Et cette machine-là, elle coûte à peu près 30 € de l'heure. Donc c'est largement plus abordable que d'acheter 8 GPU à 10-20 000 balles, mais quand même, 30 € de l'heure, ça paraît peut-être pas tant que ça, mais si t'as besoin pour une journée, ça fait 700 balles, si t'as besoin pour un mois, ça fait 20 000 balles. C'est quand même moins que les 100-150 000 balles que t'aurais besoin pour pouvoir acheter la machine toi-même, mais c'est quand même un gros budget. Et donc c'est là, justement, que le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui, CastAI, peut t'aider si tu utilises des GPU dans le cloud, juste du fait que ça coûte tellement cher. Donc en gros, quand tu as un cluster Kubernetes, CastAI va te permettre d'optimiser ton cluster pour pouvoir avoir exactement le bon nombre du bon type de machine dans le bon arrangement pour que toutes tes applications puissent quand même tenir et avoir exactement les bonnes performances et avoir la configuration idéale qui va te coûter le moins cher possible. Et donc comme ça va faire que tu vas pas avoir des machines qui traînent qui sont utilisées qu'à 10-20% ou même 0% parfois. Donc là déjà tu vois que ça peut te faire des grosses économies quand tu as des machines classiques, mais quand tu as des machines mec avec des GPU dedans qui coûtent littéralement 20 000 balles par mois, une seule machine, mais mec, CastAI, ça te fait économiser des millions. C'est clair, tu vois. En plus, ce qui est cool, c'est que tu peux tester gratuitement maintenant, ça va te donner des recommandations sur qu'est-ce que tu peux faire dans ton infra pour pouvoir optimiser, pour pouvoir payer moins cher, pour avoir des meilleures performances pour le même prix. Il y a deux autres trucs aussi qui sont cool avec CastAI. Le premier, c'est l'outil de reporting des coûts. Si tu as un cluster Kubernetes avec plusieurs équipes ou plusieurs projets dedans, tu sais que ça peut être difficile de savoir qui consomme quoi, où, comment, etc. Et avec CastAI, tu peux facilement calculer exactement combien chaque équipe ou chaque projet ou chaque environnement consomme de ressources et combien il coûte. Et ça, c'est quelque chose que même ton cloud provider, parfois, il a du mal à faire. Une deuxième feature que je trouve cool aussi et qui est aussi gratuite, c'est les analyses de sécurité. En gros, il va regarder dans ton cluster toutes les images que tu utilises et toutes les couches d'images que tu utilises et va faire plus d'une centaine de tests de sécurité et de bonnes pratiques. Il va te dire pour telle image, il y a eu telle faille à tel moment, ça faudrait que tu updates, ça c'est pas une bonne pratique, etc. Encore une fois, c'est une des fonctionnalités qui est gratuite, donc ça coûte vraiment rien d'essayer. Je te mets le lien dans la description et surtout merci CastAI d'avoir rendu cette vidéo possible parce que même si on utilise le cloud et que je n'ai pas besoin pour tant de temps que ça, et bah ça coûte quand même pas mal d'argent. Donc au final, j'ai entraîné mon modèle pendant un petit peu plus d'un jour sur une grosse machine avec 8 GPU bien balèze, bien cher. Et donc au final, je me retrouve avec un modèle que je peux récupérer sur mon laptop et que je peux rouler en local pour pouvoir lui demander de générer du texte. Ok, donc là, je viens de finir d'entraîner mon super gros modèle qui est censé être équivalent à GPT-2. Et ce qui est cool, c'est que je l'ai téléchargé sur mon ordi et maintenant, je peux l'exécuter sur mon ordi. Ça prend peut-être 5-10 secondes pour générer des phrases, mais ça fonctionne. Et donc là, on va générer une phrase et on va lui dire de commencer par Today is a sunny day. Donc là, je lui dis de générer 3 fois des phrases pour pouvoir voir un petit peu de quoi il est capable. Today is a sunny day for sunny days and the birds are all perfectly still. And it's warm for the sun as well. The bird will be in the nest for much of the summer with a few of the birds still in their nest. Tu vois que là, en gros, les phrases du point de vue de la grammaire, de l'orthographe, tout fait du sens. Et même d'un point de vue, tu vois, de la cohérence, quand il parle de bird, il continue à parler de bird, etc. Et quelques petits bugs. Et là, on voit, tu vois, que le modèle, il génère du texte parfaitement crédible, comme un texte qui aurait été écrit comme un humain, quoi. Sauf que, comme tu as vu, il y a 2 petits problèmes. Premièrement, le modèle n'a aucune conscience de ce qui est vrai ou ce qui est faux. Il a juste été entraîné pour générer du texte, générer des phrases qui ressemblent aux phrases qu'on lui a données dans la phase d'entraînement. Donc il n'y a vraiment rien qui garantit que les phrases qui va sortir, elles soient vraies. C'est vraiment juste, étant donné le début de la phrase, c'est quoi d'un point de vue statistique, les mots qui sont les plus probables d'apparaître après, pour que ça ressemble à ce qu'on avait dans le set d'entraînement. Et le set d'entraînement, il y a pas mal de news dedans, et les news parlent souvent de politique et de choses comme ça. Et donc du coup, le modèle, il part souvent dans des news de politique. Ça fait que le modèle, il a envie de mytho tout le temps. Dans le jargon technique, on appelle ça le modèle hallucine des faits. Ça veut dire que le modèle, il va te dire quelque chose, mais il l'a inventé. Il l'a sorti de zéro, tu vois. Et c'est juste parce que, il essaye de te sortir ce qui est le plus probable statistiquement, et il n'y a aucune garantie et aucune raison que ce qu'il te dit, ça soit vrai. Et ça, c'est un problème qu'on retrouve même dans ChatGPT, où de temps en temps, il va te dire des trucs qui sont parfois complètement inventé. Deuxième problème, à la base on voulait faire ChatGPT. Et là, quand on lui pose une question, ça répond pas forcément à une question. Ça va juste, encore une fois, en suivant toujours les exemples qu'on lui a donnés, essayer de trouver c'est quoi statistiquement qui est le plus probable d'arriver après. Et peut-être que dans le cadre d'un article de news, quand on pose une question, peut-être qu'à la suite c'est une autre question. Si je lui demande par exemple quelle est la capitale de la France, et ce que lui il pourrait générer comme phrase c'est quelle est la capitale de la France, a demandé le Premier ministre français au président allemand lors d'un congrès en Europe, tu vois, il commence à partir dans
dans un article de news. Alors que moi, à la base, j'avais posé une question, je voulais la réponse, tu vois. Sauf que par rapport à ce qu'on lui a donné, par rapport à son entraînement, bah ça fait du sens qu'il génère ça, tu vois. Donc, au lieu que ça serve juste à générer du texte, que ça soit vraiment utile, que ça puisse répondre à des questions, il faut faire ce qu'on appelle une phase de fine-tuning, d'ajustement fin, où on va faire exactement la même chose que dans la phase d'entraînement, sauf qu'au lieu de lui donner des exemples sur du texte un peu au hasard, on va lui donner vraiment des exemples concrets sur ce qu'on veut qu'il fasse. Donc en gros, tous les exemples qu'on va lui donner maintenant, ça va être des questions et des réponses. Donc on va lui donner des questions de plein de sujets différents, des questions de code, des questions de géographie, des questions de mathématiques, sur un peu tout et n'importe quoi. Essayer d'avoir un truc assez large et on va réentraîner là-dessus. Et là, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça dès le début? Bah parce qu'en fait, tous ces exemples-là, on a besoin de les générer manuellement. Il y a vraiment un humain qui doit s'asseoir et qui doit taper des exemples avec la question et la réponse. Donc on peut en avoir quelques milliers, quelques dizaines de milliers, mais c'est difficile d'en avoir des millions ou des milliards, tu vois. Pour donner un exemple, OpenWebText, c'est 8 millions d'exemples différents. Mais par contre, quand on fait de cette manière-là, où on va d'abord entraîner un modèle pour, si tu veux, un peu lui apprendre à parler, et après faire du fine-tuning où on lui donne des exemples sur vraiment la tâche exacte qu'on veut qu'il fasse, et bah c'est beaucoup plus efficace, parce qu'on a besoin de beaucoup moins d'exemples sur cette tâche d'exemple. Si on a juste quelques milliers d'exemples et qu'on le fine-tune là-dessus, on va avoir au final un modèle qui va être très bon à pouvoir répondre à des questions sans avoir besoin d'avoir des millions et des millions d'exemples de questions-réponses. Donc, le petit problème, c'est que OpenAI, eux, ils ont fait ça, ils ont payé des gens voilà, pour s'asseoir pendant des heures et générer des questions et des réponses, sauf que moi, j'ai pas ça. Et j'ai essayé de trouver des datasets d'assistants, tu vois, avec des exemples de questions et de réponses. Sûrement que ça doit exister, mais moi, de ce que j'ai cherché, j'en ai pas trouvé. Je sais qu'il y a des petits malins qui ont essayé d'utiliser ChatGPT pour pouvoir générer des exemples de questions et de réponses. Et comme c'est ChatGPT, tu peux juste en générer facilement 1 million en utilisant l'API, ça te coûtera pas trop cher. Et utiliser après ces exemples pour pouvoir fine-tuner leur propre modèle. Et du coup, avoir des modèles qui ont des performances similaires à celles de ChatGPT alors qu'ils sont beaucoup plus petits. Donc ça, par exemple, ça pourrait être une façon de pouvoir générer 1 million de chansons de Jul avec ChatGPT, parce que je pourrais lui demander de me générer des chansons de Jul. Ça sera pas vraiment des chansons de Jul, ça sera les chansons de Jul générées par ChatGPT, mais ça pourrait aider mon modèle à pouvoir avoir assez d'exemples pour pouvoir entraîner là-dessus. Donc du coup, moi, je veux quand même voir cette étape de fine-tuning, et donc je décide de fine-tuner mon modèle que j'ai, qui est en anglais. Donc il me faut un petit dataset de rappeurs en anglais, et selon moi, le rappeur américain le plus prolifique, c'est Lil Wayne. C'est encore 10 fois pire que Jul. Il a fait des tonnes et des tonnes de mixtapes et d'albums. Donc du coup, il y a des milliers et des milliers d'exemples de chansons de Lil Wayne. Donc je reprends mon petit script que j'avais fait pour Jul, et donc je recrée le dataset Tiny Lil Wayne qui est plus de 3000 chansons de Lil Wayne dans le même fichier. Et donc avec ça, je vais pouvoir fine-tuner mon modèle que j'ai entraîné avec OpenWebText. Et donc mon modèle peut maintenant, avec pas tant d'exemples que ça, c'est quand même plus de 3000 chansons, mais c'est pas tant que ça par rapport aux millions et des millions d'exemples qu'il faut pour pouvoir avoir déjà un langage un peu cohérent. Et après cette étape de fine-tuning, et mon modèle, il peut générer à l'infini du Lil Wayne. Et en gros, ça donne ça. Et là, on voit un petit peu le problème. C'est que ça ressemble un petit peu à du Lil Wayne, mais comme tu vois, c'est quand même un petit peu répétitif. Il dit tout le temps la même chose. Donc je me suis dit, c'est bizarre, est-ce que j'ai overfit? En gros, ça peut arriver que ton modèle, il s'entraîne tellement sur les exemples qu'il a et il a pas beaucoup d'exemples, ce qui fait qu'en fait, il est trop proche des exemples. Et quand on lui demande de générer des exemples de trucs qu'il a jamais vu, du coup, il pète un câble, il dit n'importe quoi. En fait, il y a quelque chose qui peut modifier qui s'appelle la température, qui va rajouter un petit peu de hasard dans ce que le modèle va dire. Donc en gros, quand il va faire une phrase, au lieu de prendre le mot ou le token le plus probable, il va peut-être prendre celui qui est un petit peu moins probable. Et plus tu augmentes la température comme ça, plus tu vas dire des trucs qui sont pas forcément exactement ce que tu aurais besoin, mais ça va t'éviter de revenir dans des boucles comme ça où tu répètes tout le temps la même chose. Une autre façon qu'on aurait pu l'éviter, c'est dans le dataset, il y a plein de répétitions parce que dans les refrains, dans les trucs comme ça se répète. Donc on aurait pu aller éditer le dataset et enlever les répétitions, peut-être mettre un x2 ou x3, x4 quand il y a des répétitions. Comme ça, le modèle aurait appris à juste écrire x3 au lieu de répéter 3 fois la même phrase. Et donc là, maintenant qu'on fait cette modif, ça va beaucoup mieux. On a encore un petit peu de répétition, mais beaucoup moins qu'avant. Tu vois, là, c'est déjà moins bizarre. Là, par exemple, il n'y a pas de répétition du tout, tu vois. They say I'm superstition, but I don't know. I got a lot of guys in there who turn on the rock, but not even the greatest rock. We can't do it all, you know it's true. But also it's Wheezy baby now. I come from the dirt, I'm in the alley. And ever since I started this business, I've been riding around at night.
Donc, le modèle qu'on a utilisé, je ne vous ai pas dit, mais il a à peu près 120 millions de paramètres, ce qui est équivalent à GPT-2, le modèle d'OpenAI, donc celui qui était avant GPT-3. En termes de time de modèle, c'est très proche, et en termes de performance, c'est censé avoir des performances similaires, parce que le dataset est censé être similaire à celui qu'ils avaient. Donc mon modèle et GPT-2, ils ont 125 millions de paramètres. Pour te donner un ordre d'idée, ChatGPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. Donc c'est juste plus que 1000 fois plus. Et ChatGPT 4, c'est 1,7 trilliard de paramètres. Donc c'est genre encore 10 fois plus. T'imagines bien que le nombre de machines et le nombre de GPU qu'il faut pour pouvoir entraîner ça, c'est des millions et des milliards de dollars dépensés en infrastructure, en machines, en GPU, etc. Mais c'est quand même cool de pouvoir, depuis son ordi, depuis mon petit laptop, et en louant une ou deux machines et quelques GPU, pouvoir recréer un modèle aussi puissant que GPT-2. Forcément, il n'est pas incroyable, etc., mais il fonctionne, ça fait vraiment des phrases, tu vois, c'est quand même cool. Et donc maintenant, après avoir tout ça, il y a quelques trucs que je comprends un petit peu mieux. Déjà, ça explique une des limitations que ChatGPT a, même jusqu'à aujourd'hui, qui est le nombre de mots, de tokens maximum qu'on peut mettre dans une prompt. La limite pour ChatGPT 3.5, c'est 2000 tokens, et pour GPT-4, c'est entre 4 et 8000 en fonction du mode, bref, c'est un peu compliqué. Ça vient du fait que le modèle, il est entraîné avec une taille fixe de contexte. Il est entraîné pour pouvoir générer le mot suivant en fonction des 1000 premiers mots. Pour pouvoir avoir un contexte plus grand, il faudrait réentraîner un modèle qui est beaucoup plus grand et donc du coup avoir encore plus de machines, de GPU, etc. Et donc ça montre que c'est plus un problème d'architecture, de faire en sorte d'avoir plein de machines qui puissent communiquer rapidement entre elles pour pouvoir entraîner un seul même modèle. Et deuxièmement, c'est aussi un gros challenge au niveau des datasets de pouvoir créer ou générer de manière manuelle ou automatisée des datasets qui soient assez gros pour pouvoir entraîner notre modèle dessus. Parce qu'au niveau du code, il n'y a pas tant que ça, tu vois. Et donc le fait que tu as besoin d'autant de machines, ça coûte énormément cher. Et donc ça explique aussi pourquoi il y a très peu d'entreprises qui peuvent se permettre de faire ça, parce que ça coûte des millions. Même faire un modèle de base qui est juste capable de générer des phrases qui font aucun sens et qui soient du mytho la moitié du temps, ça coûte des millions. Ne parlons même pas de générer les datasets, payer tous les gens pour pouvoir corriger les fautes, générer des trucs et tout. Bref, ça coûte vraiment super cher. Le dernier truc qui est intéressant, c'est aussi que, comme je l'ai dit, même dans ChatGPT 4, ça lui arrive encore de temps en temps de mytho, de sortir des trucs qui sont juste faux, qui sont pas vrais. Et ça vient simplement du fait que dans le modèle, il y a vraiment aucune notion de vrai et de faux. Pour que ça soit vraiment pas trop abusé, quand on a beaucoup de data, le modèle, il va avoir plutôt tendance à dire des trucs vrais, parce qu'il va avoir de plus en plus d'exemples de trucs qui sont vrais. Ensuite, il y a aussi des choses qu'on peut faire en post-processing. Une fois que le modèle a généré notre sortie, peut-être on peut utiliser un autre modèle ou un autre programme pour pouvoir vérifier s'il dit pas trop de la merde, mais il n'y a vraiment aucune garantie qu'au final, il sort pas de la merde. Et c'est le cas, même dans ChatGPT 4, une fois sur 5, il va dire des trucs qui sont pas vrais. Si t'aimes les challenges de ceci, je te recommande d'aller voir cette vidéo où j'essaie de devenir un expert de Kubernetes en seulement 7 jours. Et encore une fois, un grand merci à Cast.ai. Si tu veux optimiser ton infrastructure sur Kubernetes, franchement, essaye, c'est gratuit, ça te coûte rien. Et tu verras que tu vas économiser pas mal d'argent sur ta prochaine facture de cloud, en particulier si tu utilises des GPU.